Stop! Le mot fendit la salle d'accouchement lumineuse avec une telle netteté que même les médecins se figèrent. 12 spécialistes entouraient Vivienne Carter, la milliardaire. Tous étaient terrifiés à l'idée d'échouer. Leurs mains restaient en suspens. Leurs visages étaient là crispés. Un seul faux mouvement de plus pouvait transformer une crise en tragédie. Puis 3 garçons apparurent près de l'embrasure de la porte. Des triplés de 10 ans, debout épaule contre épaule, comme s'ils s'étaient entraînés toute leur vie à rester calmes. Elijah Reed, Miles Reed et Jordan Reed, les triplés Reed, prirent la main de leur mère pendant 1 seconde, puis la relâchèrent doucement, les yeux fixés sur la séquence des gestes des médecins. Elijah parla le premier, respectueux et posé. « Madame, s'il vous plaît, changez l'ordre. Ajustez d'abord, revérifiez, puis continuez. » Miles ajouta plus discrètement. « Pas la séquence actuelle. Elle augmente le stress. » Jordan conclut avec un calme d'adulte. « 10 secondes, s'il vous plaît. » La docteure Simone Brooks les fixa comme si la logique venait d'entrer dans la pièce avec un visage d'enfant. Le souffle de Darius Carter se coupa, car les triplés semblaient en sur d'eux, et le moniteur prouva qu'ils avaient raison. « Monsieur Hopefam, aujourd'hui j'ai une histoire incroyable pour vous. Une mère milliardaire en plein accouchement critique, et 3 triplés de 10 ans qui ont, d'une manière ou d'une autre, sauvé la situation. Installez-vous confortablement. Plongeons-y. » Ce matin-là, le ciel au-dessus d'Atlanta paraissait normal. Bleu, clair, silencieux. Mais à l'intérieur du Northgate Women's Medical Center, rien n'était normal. Northgate était le genre d'hôpital que les riches utilisaient quand ils ne voulaient pas d'erreur. Les couloirs sentaient l'argent et l'antiseptique. Les sols carrelés brillaient comme des miroirs. Les infirmières se déplaçaient vite, mais leur voix restait basse, car la patiente du jour n'était pas n'importe qui. Elle s'appelait Vivienne Carter. Vivienne Carter était milliardaire. Pas du genre tapageur, du genre calme. Du genre dont le nom n'avait pas besoin de présentation dans le monde des affaires d'Atlanta. Elle possédait des hôpitaux, des immeubles et des fondations qui aidaient des gens qui ne la rencontreraient jamais. Et maintenant, elle se trouvait à l'étage, dans une suite d'accouchements privés, confrontée à un travail compliqué qui durait déjà depuis trop longtemps. En bas, les portes d'entrée coulissèrent de nouveau. Un homme entra, dégageant une autorité silencieuse qui poussait les gens à se tenir plus droit sans savoir pourquoi. Darius Carter, le mari de Vivienne, ne se pressait pas. Il ne criait pas. Il tenait son téléphone d'une main et un petit livre de prière de l'autre, comme s'il équilibrant 2 formes de contrôle. Une infirmière s'avança rapidement. « Monsieur Carter, nous sommes prêts à vous accompagner à l'étage. » Darius hocha une fois la tête. « Pas de caméra, » dit-il calmement. « Pas de fuite, pas de confusion. » L'infirmière avala sa salive et acquiesça. « Oui, monsieur. » Derrière elle, un homme grand, en costume sombre, apparut comme une ombre appartenant au bâtiment. C'était le docteur Adrien Halt, le chef de la médecine de l'hôpital. Respecté, craint et obsédé par la réputation. Le docteur Halt ne souriait pas. « C'est un cas privé, » dit-il à tous ceux qui pouvaient l'entendre. « Pas de médias, pas d'erreur. » Darius le regarda un instant, le regard calme. « Faites simplement votre travail, » dit-il. À l'étage, la pression montait. Dans la suite privée, la docteure Simone Brooks, l'obstétricienne principale de Vivienne, bougeait comme une femme luttant contre le temps avec ses mains. La docteure Brooks était brillante et fière, connue pour résoudre les cas que d'autres médecins évitaient. Mais celui-ci ne cédait pas. Un médecin sortait, un autre entrait. 12 médecins se relayèrent dans la pièce au fil des heures. Des spécialistes aux blouses impeccables, aux voix assurées et aux regards confiants. Ils parlaient par phrases courtes, chuchotaient dans les coins, vérifiaient les moniteurs, changeaient les plans. Pourtant, rien n'avançait de façon sûre. Dans la salle d'attente, Darius était assis le dos droit. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne se plaignait pas. Son silence était lourd, comme un bouclier. Toutes les quelques minutes, il levait les yeux vers les portes, puis les baissait de nouveau sur son livre de prière, comme si le calme était le seul cadeau qu'il pouvait offrir à Vivien depuis l'extérieur. À l'autre bout de la ville, dans un silence d'un tout autre genre, une femme s'arrêta dans sa cuisine et s'agrippa au bord du comptoir. Elle s'appelait Nia Cross. Nia était aussi milliardaire, mais elle vivait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver.
Elle dirigeait un empire technologique touchant des millions de téléphones et d'écrans. Pourtant, chez elle, elle était simplement une mère. Ce matin-là, une vague soudaine de malaise traversa son corps. Elle tenta de respirer et de faire comme si ce n'était rien. Mais 3 garçons l'observaient attentivement. Ils avaient 10 ans. Elijah Reed, Miles Reed et Jordan Reed. Des garçons calmes, polis, le genre de garçons qui remarquent les détails que les autres manquent. Elijah, le plus silencieux, pencha la tête. « Maman, dit-il doucement, tu ne vas pas bien. »« Je vais bien, répondit Nia trop rapidement. Miles s'approcha, la voix posée. « Tes mains sont froides. » Jordan ne discuta pas. Il attrapa simplement les clés de la voiture au crochet, comme si la décision était déjà prise. « On va à l'hôpital, dit-il, respectueux mais ferme. » Nia voulut protester, mais une autre vague la frappa, et elle comprit que les garçons avaient raison. Elle hocha la tête une fois. « D'accord, dit-elle. Allons-y. » Lorsqu'ils arrivèrent à Northgate, le parking était rempli de SUV noirs et d'hommes silencieux en costume. L'air était tendu, comme si quelque chose d'important pesait sur le bâtiment. À l'entrée, une femme se tenait à l'écart, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Elle s'appelait Renée Lawson, une journaliste d'investigation connue pour flairer une vraie histoire avant qu'elle n'éclate. Elle n'était pas là pour des ragots. Elle était là parce que le pouvoir laisse toujours des traces. Renée leva les yeux lorsque Nia Cross entra avec 3 garçons à ses côtés. Elle plissa légèrement les yeux. « Il se passe quelque chose ici, » murmura-t-elle. À l'intérieur, Nia s'enregistra et les visages du personnel changèrent dès qu'ils reconnurent son nom. Une infirmière se redressa aussitôt. Une autre chuchota « C'est Nia Cross ». Ils la guidèrent vers un ascenseur. Les garçons suivirent en silence, les yeux en mouvement, observant le bâtiment comme des élèves dans un manuel vivant. L'ascenseur monta doucement. Les chiffres défilaient. Quand les portes s'ouvrirent à l'étage de la maternité, le couloir était lumineux et étrangement silencieux. Des médecins se tenaient en petits groupes. Une infirmière passa rapidement avec du matériel. Un homme en tenue médicale dit quelque chose à voix basse, urgente, qui trancha le calme comme un couteau. Nous arrivons à court d'options sûres. Les yeux d'Elia s'aiguisèrent. Miles se figea. La main de Jordan se resserra légèrement sur la sangle du sac de Nia. Et dans ce couloir lumineux, avec le pouvoir et la peur cachés derrière des visages polis, les 3 garçons écoutaient en silence, comme s'ils venaient d'arriver exactement là où on avait besoin d'eux. Le lendemain matin, le Northgate Women's Medical Center semblait toujours retenir son souffle. Les mêmes sols polis, les mêmes voix feutrées, mais la tension était plus lourde, comme si le bâtiment n'avait pas dormi. À l'étage de la maternité, Nia Cross était assise dans une salle d'attente privée, une fine couverture sur les genoux. Son visage était calme, mais ses yeux restaient vigilants. Elle n'aimait pas paraître faible en public. Les milliardaires n'étaient pas censés sembler fragiles. En face d'elle, les 3 garçons étaient assis comme s'ils avaient leur place ici. Elijah Reed, le silencieux, observait le couloir comme certains regardent les tempêtes. Miles Reed, prudent et méthodique, jetait souvent des coups d'œil au poste des infirmières et aux portes. Jordan Reed, le plus expressif, était assis bien droit, les mains jointes, respectueux et prêt. Une infirmière s'approcha avec un sourire professionnel un peu trop empressé. « Madame Cross, dit-elle doucement, nous pouvons vous installer dans une suite plus confortable. » Nia leva doucement la main. « Merci. Je suis bien ici. » L'infirmière hésita, puis hocha la tête et s'éloigna. Mais en partant, les garçons remarquèrent ce que les adultes ne voyaient pas. Une autre infirmière poussait rapidement un chariot dans le couloir. Des fournitures supplémentaires, des kits d'urgence, des packs stériles. Ses pas étaient rapides, sa mâchoire crispée, comme si elle essayait de ne pas montrer sa peur. Miles se pencha légèrement vers Elia. « Ce n'est pas routinier, » murmura-t-il. Elia ne répondit pas. Il regarda simplement le chariot disparaître derrière une porte marquée « Suite d'accouchement privé ». Jordan se leva calmement et se dirigea vers le poste des infirmières, sans se presser, sans agir comme un enfant cherchant à se faire remarquer. Il attendit qu'une infirmière lève les yeux. « Madame, » dit Jordan poliment, « y a-t-il un accouchement d'urgence en cours ?» L'infirmière cligna des yeux, surprise par son ton. « Mon chéri, va t'asseoir avec ta maman. »« Oui, madame, » répondit Jordan aussitôt. Il ne discuta pas. Il ajouta simplement,
doucement. Nous voulons juste savoir si la patiente est en sécurité. Les yeux de l'infirmière balayèrent les alentours, comme pour vérifier qui pouvait entendre. Puis elle baissa la voix. Une patiente très connue a des complications. Jordan hocha une fois la tête. Merci. Il retourna dans la salle d'attente. Nia l'observa attentivement. Jordan, dit-elle doucement, ne dérange pas les gens. Je ne dérange pas, maman, répondit-il calmement et avec respect. J'écoute simplement. Plus loin dans le couloir, la porte de la suite privée s'ouvrit et une femme en sortit, comme si elle portait un lourd fardeau sur les épaules. C'était la docteure Simone Brox, l'obstétricienne principale de Vivian Carter. Brillante, respectée et habituée à garder le contrôle. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, mais son visage montrait la fatigue. Elle se dirigea droit vers la salle d'attente, où Darius Carter se tenait près d'une fenêtre. Darius semblait immobile depuis des heures, grand, droit, maîtrisé. La docteure Brox parla à voix basse, sans détour. « Monsieur Carter, nous avons besoin d'une nouvelle approche. » Darius ne réagit pas de façon excessive. Il la regarda simplement. « Dites-moi la vérité. » La docteure Brox expira. « Nous faisons tout ce que nous pouvons en toute sécurité, mais le corps de votre épouse ne réagit pas comme prévu. » La mâchoire de Darius se crispa une fraction de seconde, puis se détendit. « Faites ce que vous devez faire, dit-il. Amenez-la au bout de cette épreuve. » Alors que la docteure Brox se retournait vers la suite, les yeux des garçons la suivirent. Elia se pencha légèrement en avant, écoutant les mots qui flottaient dans le couloir. Termes médicaux, timing, positionnement, risque. Il ne broncha pas. Il ne semblait pas effrayé. Il était concentré. Puis quelque chose de discret se produisit. Une infirmière au regard bienveillant passa près de la salle d'attente. Son badge indiquait Patrice Coleman. Elle était plus âgée, expérimentée, le genre d'infirmière qui avait vu des miracles comme des erreurs. En passant, son regard se posa sur les garçons. Elle ralentit. Ses yeux s'arrêtèrent sur le visage d'Elia, puis sur celui de Miles, puis sur Jordan. Son expression changea si vite que c'en était presque imperceptible, comme si elle venait de voir quelque chose qui n'appartenait pas au présent. Les lèvres de Patrice s'entr'ouvrirent légèrement. Sa main se resserra autour du dossier qu'elle tenait. Puis elle continua son chemin, mais ses épaules étaient plus raides, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit refusait d'affronter. À l'autre bout du couloir, le docteur Adrien Halt réapparut. Le chef de l'hôpital avançait avec autorité, balayant l'étage du regard comme pour rétablir l'ordre. Il s'arrêta devant l'entrée de la suite d'accouchement et éleva juste assez la voix pour être entendu. « Personne ne s'approche de cette salle », ordonna-t-il. « Aucun passage inutile, aucun visiteur. Vous m'entendez ?» Plusieurs membres du personnel acquiescèrent rapidement. Nia resserra la couverture autour d'elle. Darius ne répondit pas. La docteure Brox disparut derrière la porte. Le couloir retomba dans le silence. Jordan murmura. « Ils ont peur. » Miles hocha lentement la tête. « Il manque de temps. » Elia se leva. Pas de façon théâtrale, pas comme un enfant voulant jouer au héros. Il avança d'un seul pas, les yeux fixés sur la porte de la suite, et parla doucement. Si doucement que cela ressemblait presque à une pensée. « Monsieur, dit Elia avec respect et calme, en direction du docteur Halt, s'ils font cette prochaine étape maintenant, cela pourrait aggraver la situation. » Et dans ce couloir lumineux, l'air changea, parce que les adultes l'entendirent. Quelques minutes après qu'Elia eut parlé, le couloir ne ressemblait plus à un couloir. Il devint une salle d'audience. Les infirmières ralentirent leurs pas. 2 médecins près de la porte de la suite tournèrent la tête. Même le docteur Adrien Halt s'arrêta, comme s'il venait d'entendre quelque chose qui n'avait pas sa place dans son monde. Il regarda Elia. « Vraiment. Un enfant, dit froidement le docteur Halt. Va t'asseoir. » Elia ne protesta pas. Il n'éleva pas la voix. Il resta simplement immobile, calme, le regard assuré. Miles fit un demi-pas en avant, sans agressivité, juste présent. Jordan garda les mains jointes, comme on le lui avait appris. Depuis la salle d'attente, Nia Cross serra les doigts autour de sa couverture. Les garçons, aplatait-elle doucement, avec un avertissement dans la voix. Jordan tourna légèrement la tête. « Oui, maman », répondit-il respectueusement.
Puis il se tourna de nouveau vers le docteur Alt et parla avec précaution. « Monsieur, pouvons-nous parler à un médecin spécialisé dans les soins aux nouveau-nés, juste une minute ?» Les yeux du docteur Alt se plissèrent. Ceci n'est pas une salle de classe. À cet instant, la porte de la suite privée s'ouvrit de nouveau, et la docteure Simone Brox sortit. Son visage était encore plus tendu qu'avant. Elle alla droit vers Darius Carter. Darius ne demanda pas à quel point la situation était grave. Ses yeux le savaient déjà. La docteure Brox baissa la voix. « Monsieur Carter, nous arrivons à un point où chaque option comporte un risque plus élevé. » Darius s'inspira lentement. Il jeta un regard vers la porte, comme s'il souhaitait pouvoir porter lui-même la douleur de Vivien. Puis il regarda de nouveau la docteure Brox. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme en tenue bleu clair s'approcha, une tablette sous le bras. Elle se déplaçait avec une assurance calme, comme quelqu'un habitué à gérer des instants fragiles. C'était la docteure Lena Whittaker, néonatologiste, spécialiste des soins aux nouveau-nés, connue pour son esprit vif et son refus d'être impressionnée par les titres. La docteure Brox se tourna vers elle. « Lena, j'ai besoin que tu restes proche au cas où nous devrions changer de stratégie. » La docteure Whittaker hocha une fois la tête. Son regard balaya le couloir et s'arrêta sur les garçons. Jordan s'avança, son attitude demandant la permission. « Madame, dit-il poliment, nous ne voulons pas déranger, mais nous avons entendu une partie du plan. » La voix du docteur Alt coupa court. « Docteur, ne. » La docteure Whittaker leva la main, pas brutalement, mais fermement. « 30 secondes, dit-elle au garçon. » Elia parla le premier. Sa voix était calme, mais ses mots s'enchaînaient comme des marches. « Si la prochaine étape suit la même séquence, dit-il, cela peut augmenter le stress au lieu de le réduire. Le timing est mauvais, la position aussi, ajouta Miles avec assurance. Il existe un ordre plus sûr. Ajuster d'abord, puis réévaluer, ensuite procéder. Ne pas procéder en premier. Jordan conclut, respectueux. Nous ne disons pas qu'il faut faire quelque chose. Nous disons simplement, s'il vous plaît, vérifiez la séquence. Les yeux de la docteure Whittaker s'aiguisèrent. Elle ne sourit pas. Elle ne rit pas. Elle se tourna vers la docteure Brox. Que prévoyez-vous de faire ensuite? La docteure Brox répondit rapidement. Le visage de la docteure Whittaker changea, non pas de panique, mais de compréhension. Elle se tourna brusquement vers la porte de la suite. Stop, dit-elle avant la prochaine étape. Confirmer le positionnement et réévaluer. Maintenant. Le docteur Alt se raidit. Nous ne prenons pas d'instructions de. La docteure Brox ne l'attendit pas. Elle était fière, mais pas imprudente. Elle faisait davantage confiance aux résultats qu'à l'ego. Elle se retourna et entra de nouveau dans la suite, la docteure Whittaker à ses côtés. Darius les regarda disparaître, les mains jointes comme s'il se retenait lui-même. Dans le couloir, les garçons reculèrent immédiatement. Pas de célébration, pas de drame, juste le silence. Les minutes passèrent comme des heures. Puis la porte de la suite s'ouvrit. Une infirmière sortit, les yeux brillants de soulagement. Sa voix était basse, mais tremblait de gratitude. « Elle est stable », dit l'infirmière. Darius ferma les yeux une seconde, comme si le monde venait enfin de lui permettre de respirer. Derrière lui, le docteur Alt fixait le couloir, abasourdi, incapable de le cacher. Il se pencha vers la docteure Whittaker lorsqu'elle sortit et murmura presque pour lui-même. Comment des enfants viennent-ils de sauver le cas le plus important de cet hôpital? À la tombée du soir, le couloir lumineux de Northgate ne semblait plus silencieux. Il semblait observé. Pas par des caméras à l'intérieur car le docteur Adrien Alt avait mis tout le monde en garde, mais par le monde extérieur, qui trouve toujours une fissure pour regarder à l'intérieur. Tout commença discrètement. Un jeune membre du personnel, près des distributeurs automatiques, tapa frénétiquement sur son téléphone avec une excitation tremblante. Pas de visage, pas de nom, juste une phrase qui semblait impossible. 3 prodiges médicaux de 10 ans ont aidé à sauver aujourd'hui une mère milliardaire. Le message ne resta pas discret longtemps. Il sauta d'un écran à l'autre comme un feu dans de l'herbe sèche. Les infirmières le virent. Les brancardiers le virent. Des gens à l'extérieur de l'hôpital le virent. Et dans le hall, la femme qui faisait semblant de faire défiler son téléphone toute la journée leva la tête.
C'était Renée Lawson, la journaliste d'investigation. Renée n'était pas du genre à courir après les tendances. Elle poursuivait la vérité. Elle avait bâti sa réputation en creusant sous les histoires bien propres jusqu'à ce que la saleté apparaisse. Elle lut le message une fois, puis deux. Ses yeux se plissèrent. Northgate ne fut jamais d'information sans qu'il y ait déjà une fissure, murmura-t-elle. À l'étage, Nia Cross se leva lentement de sa chaise. Son malaise s'était apaisé, mais ses instincts s'étaient aiguisés. Elle voulait partir discrètement, comme elle était venue. Sans attention, sans drame. Mais lorsqu'elle entra dans le couloir avec les garçons, les regards se posèrent sur eux. Pas des regards impolis, ni moqueurs, mais des regards qui disaient « Nous savons que vous êtes liés à quelque chose d'important ». Une infirmière qui passait s'arrêta, puis sourit trop vite. « Ce sont les garçons », murmura-t-elle à un autre membre du personnel. Elia Reed garda les yeux droits devant lui, calme. Miles Reed resta près de sa mère, poli. Jordan Reed hocha respectueusement la tête lorsqu'on les salua, comme un jeune homme élevé avec de bonnes manières. Nia serra la mâchoire. « Continuez à marcher », dit-elle doucement. Ils atteignirent l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent, et pendant une seconde, Nia aperçut le couloir menant à la suite privée où le miracle s'était produit. Son regard s'y posa brièvement, puis s'en détourna, comme si elle refusait d'être entraînée dans la tempête de quelqu'un d'autre. À l'intérieur de la suite privée, l'éclairage était désormais plus doux. Vivian Carter était allongée, se reposant, sa respiration régulière. Elle avait l'air fatiguée, mais pas brisée. Même dans la faiblesse, elle dégageait une force tranquille qui remplissait la pièce. Darius Carter était assis à côté de son lit, tel un garde qui ne dormait jamais. Sa veste de costume était toujours sur ses épaules. Son téléphone reposait intact sur son genou. Quand Vivian ouvrit les yeux, elle ne demanda ni des éloges, ni des explications sur l'argent, ni de savoir qui était responsable. Elle posa une seule question, calme. « Qui sont ces enfants ?» dit Vivian, d'une voix basse mais claire. Darius la regarda. « Tu te souviens d'eux ?» J'ai entendu une voix, répondit Vivian doucement. Une voix qui apaisait. Le visage de Darius resta impassible, mais quelque chose se durcit dans son regard. « Ils sont arrivés exactement au moment où nous avions besoin d'un miracle, » dit-il. « Et ça ne me plaît pas. » Vivian cligna lentement des yeux. « Tout ce qui est bon n'est pas planifié, » dit-elle. « Parfois, c'est simplement placé. » Darius ne répondit pas, mais son esprit avait déjà pris de l'avance. Son monde était bâti sur des schémas, et celui d'aujourd'hui lui semblait étrange. Le lendemain matin, Northgate avait retrouvé son apparence impeccable. Mais sous l'éclat, la peur circulait. Dans la petite salle des archives, l'infirmière Patrice Coleman se tenait devant un dossier ouvert, comme si on lui avait confié une vérité trop lourde pour une seule personne. Patrice n'était pas étrangère au secret hospitalier. Elle avait vu des erreurs. Elle avait vu des dissimulations. Mais ce dossier était différent, parce qu'il portait un nom, Carter. Patrice tourna une page, puis une autre. Ses yeux allaient plus vite que sa respiration. Les registres de transfert néonatal semblaient normaux au premier abord. Date, heure, numéro d'identification des bébés, signature. Puis le schéma se brisa. Un horodatage revenait en arrière. Un numéro d'étiquette apparaissait 2 fois. La mention « à signer » figurait à un endroit où elle n'aurait jamais dû être. Patrice se pencha davantage, murmurant en lisant. « Ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. » Ses doigts glissèrent vers l'arrière du dossier, où des documents plus anciens étaient agrafés ensemble. Un bordereau de stockage scellé s'y trouvait, tamponné et retamponné, comme si quelqu'un avait essayé de l'enterrer sous de l'encre officielle. Elle avala difficilement sa salive et ouvrit l'enveloppe jointe. À l'intérieur se trouvait une feuille fine, avec des lignes tapées à la machine qui lui nouèrent l'estomac. Transfert du triplé à triplé B, triplé C autorisé. Patrice fixa le document, clignant lentement des yeux, comme si les mots allaient changer si elle attendait. Mais ils ne changèrent pas. Dans le hall, Renée Lawson faisait ce qu'elle faisait de mieux. Se tenir discrètement là où les gens pensaient qu'elle n'écoutait pas. Renée avait suivi toute la nuit le bruit autour des prodiges médicaux de 10 ans. Le message s'était répandu, puis avait été supprimé, puis reposté par quelqu'un d'autre. Cela signifiait qu'il y avait de la peur derrière, et la peur signifiait toujours une histoire.
Elle avait déjà consulté des bases de données judiciaires et parcouru d'anciens communiqués de l'hôpital. Au milieu de ses recherches, elle tomba sur quelque chose de verrouillé derrière un langage juridique. Un accord confidentiel protégé par un tribunal, lié à Northgate, datant de plusieurs années. Les détails étaient scellés, mais la date et le service ressortaient clairement. Transfert néonatal, service VIP. Les yeux de René s'aiguisèrent. Alors le miracle n'est que la porte d'entrée, murmura-t-elle. Qu'est-ce qui se cache dans la maison? À l'étage, la docteure Lena Whittaker était assise à un poste de travail de l'unité néonatale, examinant des dossiers de routine de la veille. Elle ne cherchait pas le drame. Elle effectuait un suivi standard des patients passés par le service d'urgence, en particulier après une visite très médiatisée comme celle de Nia Cross. La docteure Whittaker parcourut calmement les alertes du système, puis s'arrêta. Un petit indicateur clignotait à l'écran. Elle fronça les sourcils. C'est étrange, murmura-t-elle. Le système ne déclenchait pas à la légère des alertes de correspondance familiale. Cela n'arrivait que lorsque des marqueurs génétiques ou des dossiers liés suggéraient une connexion inattendue, généralement au sein de familles déjà enregistrées dans le réseau de l'hôpital. La docteure Whittaker cliqua plus profondément dans le système. Son expression se crispa. Au même moment, dans une suite de convalescence privée, Vivian Carter faisait défiler son téléphone avec des gestes lents et prudents. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle cherchait le calme. Mais Internet n'offrait pas le calme. Une photo apparut à l'écran, floue, prise de loin dans un couloir d'hôpital. 3 garçons debout à côté d'une femme. La légende disait, les enfants qui l'ont aidé à être sauvés. Vivian fixa leur visage. Quelque chose bougea en elle. Ni de la peur, ni de l'excitation, mais quelque chose de plus profond et de plus ancien, comme une reconnaissance sans explication, comme si son corps se souvenait avant que son esprit ne puisse comprendre. Elle posa le téléphone et appuya légèrement la paume de sa main contre sa poitrine. « Pourquoi ai-je l'impression de les connaître ?» murmura-t-elle. À côté d'elle, Darius Carter l'observait attentivement. Darius n'aimait pas le mystère. Le mystère était l'endroit où vivaient les ennemis. Il se pencha en avant. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Vivian hésita. « Ces garçons, dit-elle doucement, ils me semblent familiers. » Les yeux de Darius se plissèrent. Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre, regardant la ville comme s'il en prenait la mesure. Puis il prit une décision. Il sortit son téléphone et tapa un nom, Marcus Grant. Marcus Grant était un enquêteur privé réputé pour sa discrétion. Le genre d'homme que les milliardaires appelaient quand ils voulaient des réponses sans bruit. Quand Marcus décrocha, Darius ne perdit pas de temps. « Je veux que tu découvres qui sont ces garçons, » dit-il calmement. Et pourquoi mon hôpital donne l'impression de cacher quelque chose? De l'autre côté de la ville, dans une vaste demeure de verre et de pierre, chaleureuse malgré sa taille, Malcolm Cross était assis à la table du petit déjeuner avec Nia Cross et les garçons. Malcolm était mesuré, discipliné, le genre d'homme qui ne paniquait pas dans la tempête. Mais ce matin-là, il remarqua quelque chose. Le téléphone de Nia affichait des notifications qu'elle n'ouvrait pas. Les garçons étaient plus silencieux que d'habitude. Et devant leur portail, une voiture était garée là depuis trop longtemps. Malcolm regarda Nia et parla à voix basse. « Les gens ne regardent pas comme ça s'il n'y a rien à cacher, » dit-il. De retour dans la salle des archives, le regard de Patrice descendit jusqu'en bas du document de transfert. Et là, elle le vit. Une ligne de signature. Son souffle se coupa, car le nom inscrit était celui de l'homme qui avait ordonné le silence la veille, presque comme une menace, le docteur Adrien Halt. Les mains de Patrice tremblèrent légèrement tandis qu'elle murmurait. « Non, pas lui. » Et à cet instant, l'histoire du miracle cessa d'être celle de 3 garçons et d'un accouchement sauvé. Elle devint quelque chose de plus sombre, de plus enfoui, quelque chose qui attendait depuis longtemps de refaire surface. 2 jours après le miracle de Northgate, l'hôpital semblait volontairement plus silencieux. Pas paisible, mais contrôlé, comme si les gens marchaient sur du verre en prétendant que c'était de la moquette. Dans son bureau d'angle, le docteur Adrien Halt fixait un rapport qu'il ne voulait pas lire. Sa mâchoire bougeait lentement, comme s'il mâchait de la colère sans rien à manger. Quand son assistante frappa à la porte, il ne dit pas « Entrez ». Il se contenta de demander « Quoi encore ?» Monsieur Carter pose des questions, chuchota-t-elle.
Les yeux de Halt se durcirent. Ne lui dites rien, répondit-il, jusqu'à ce que je décide de ce qu'il mérite de savoir. De l'autre côté du bâtiment, la docteure Lena Whittaker était assise seule à son poste de travail, le doigt suspendu au-dessus de la même alerte clignotante. Vérification de correspondance familiale requise. La docteure Whittaker n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Elle croyait aux preuves, mais aussi au schéma. Et celui-ci n'avait rien à faire dans un dossier de routine. Elle cliqua plus profondément. Le système ne parlait pas de certitude. Il parlait d'un avertissement, d'une connexion, d'une possibilité, d'une question que l'hôpital ne voulait pas voir poser. Dans la suite de convalescence, Vivien Carter allait mieux que quelques jours auparavant. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Son corps avait survécu à la crise. Son esprit s'éveillait maintenant à un autre type d'inconfort. Darius Carter se tenait de nouveau près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille, parlant d'une voix si calme qu'elle ressemblait à de la politesse. « Marcus, dit-il, je veux des noms. Je veux des dossiers. Je veux la vérité cachée derrière les sourires. » Marcus Grant, l'enquêteur privé engagé par Darius, était un homme discret à la voix posée, connu pour trouver les faits sans laisser de traces. Le genre d'homme qui ne colporte pas de rumeurs et ne devine pas. « J'ai déjà commencé, » répondit Marcus. Les trois garçons s'appellent Elia Reed, Miles Reed et Jordan Reed, 10 ans. Ils vivent avec Nia et Malcolm Cross. Le visage de Darius se crispa. Les Cross? Oui, dit Marcus. Eux aussi sont milliardaires. Et ce ne sont pas des gens désordonnés. Ce n'est pas une famille à scandale. C'est une famille solide. Darius resta silencieux un instant, comme si son esprit réorganisait la ville. Vivien, qui écoutait à proximité, murmura. C'est donc pour ça que le personnel a réagi ainsi à sa présence. Darius hocha une fois la tête. Deux familles puissantes dans un même bâtiment, dit-il. Et un hôpital qui, soudain, ne veut plus de questions. Cet après-midi-là, Darius demanda une rencontre privée. Soigneuse, respectueuse, sans menace. Présentée comme de la gratitude et de l'inquiétude, non comme une accusation. Dans une salle de conférence silencieuse, Malcolm Cross arriva le premier. Malcolm était grand, discipliné, et calme d'une manière qui poussait les gens à baisser la voix autour de lui. Il n'était pas accompagné d'un entourage. Il venait comme un homme protégeant un foyer, pas une marque. Derrière lui marchait Nia Cross, posée, élégante, le regard vif, et à ses côtés, calme et bien élevé, se trouvaient les garçons, Elia, Miles, Jordan. Ils n'avaient pas l'air d'enfants effrayés. Ils ressemblaient à des enfants qui observaient. Vivien entra avec Darius. Pendant un instant, la pièce retint de nouveau son souffle. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de médecine. Il s'agissait d'histoire. Les yeux de Vivien se posèrent sur les garçons et son expression s'adoucit d'une façon qu'elle ne comprenait pas elle-même. Elle ne se précipita pas vers eux. Elle n'en fit pas trop. Elle parla simplement, doucement. « Merci, dit-elle, pour avoir aidé alors que vous n'y étiez pas obligé. » Jordan hocha respectueusement la tête. « Je vous en prie, madame. » Elia observa le visage de Vivien comme s'il lisait un livre auquel il manquait des pages. Miles resta droit, les mains le long du corps. Darius s'éclaircit la gorge, maîtrisé. « Malcolm, dit-il, cela peut paraître impossible, mais nous avons besoin de clarté. » Le regard de Malcolm ne vacilla pas. « Dites-le, » répondit-il. Avant que Darius ne poursuive, la docteure Whittaker entra discrètement. Elle avait demandé l'autorisation d'assister à la réunion, car son nom était déjà lié à l'alerte et elle refusait de faire partie du silence. Elle posa un mince dossier sur la table. « Je dois être prudente, dit-elle, mais le système a signalé une possible compatibilité familiale. » Les sourcils de Nia se froncèrent. « Compatible avec qui ?» La docteure Whittaker leva les yeux. « Avec les dossiers de Madame Carter. » La pièce se figea. Darius ne cria pas. Vivien ne pleura pas. Malcolm ne frappa pas la table. Le poids de la révélation était trop sérieux pour le théâtre. Darius parla à voix basse. « Nous pouvons faire un test discret, » dit-il respectueusement. « Sans titre de presse, sans traumatisme, juste la vérité. » Malcolm regarda Nia. Nia regarda les garçons. Jordan demanda calmement. « C'est pour ça que tout le monde agit bizarrement ?» La voix de Nia resta douce.
Nous allons confirmer quelque chose, dit-elle. C'est tout. Le test fut organisé avec soin. Pas de scène dure, pas de peur, seulement des professionnels faisant ce pour quoi ils avaient été formés. Les résultats arrivèrent plus vite que personne ne l'aurait souhaité. La docteure Whittaker revint avec le rapport dans une enveloppe scellée. Son visage restait professionnel, mais ses yeux portaient le poids de ce qu'elle savait déjà. Elle posa l'enveloppe devant Vivien et Darius. Darius l'ouvrit lentement. Il lut, sa main se crispa légèrement. Puis il leva les yeux vers Malcolm et Nia, la voix stable mais changée. « Ce sont les siens, dit-il doucement. Tous les trois. » Vivien resta immobile longtemps. Puis elle se laissa aller contre le dossier de sa chaise, l'air quittant sa poitrine dans une expiration silencieuse, comme si toute sa vie venait de se déplacer d'un seul centimètre, et que ce centimètre suffisait à faire céder le sol. Quand elle parla enfin, sa voix était douce, presque prudente. On m'a dit que mes bébés étaient morts. Le matin suivant les résultats ADN, Atlanta paraissait plus bruyante dehors, même si personne n'avait encore parlé officiellement. À l'intérieur des deux maisons, l'air était calme d'une autre manière. Pas paisible. Lourd. À la résidence Cross, Malcolm Cross se tenait près de la fenêtre de la cuisine, son téléphone à la main, sans appeler personne, le tenant simplement comme un poids. Malcolm était le genre d'homme qui croyait que la discipline pouvait résoudre la plupart des choses. Mais ceci n'était pas une affaire. C'était une famille. Nia Cross était assise à la table avec une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Sa posture était calme, mais ses yeux dérivaient sans cesse vers le couloir où les garçons terminaient leur petit déjeuner comme si rien n'avait changé. C'était cela, le plus difficile. Les garçons étaient toujours les garçons. Elia Reed plia soigneusement sa serviette. Miles Reed posa son assiette dans l'évier sans qu'on le lui demande. Jordan Reed demanda poliment s'il pouvait réviser ses notes de science avant l'école. Pas de drame, pas de larmes, pas de panique. Juste une routine silencieuse. Malcolm les observa, puis parla doucement à Nia. Si quelqu'un pense pouvoir entrer ici et récupérer des enfants comme des bagages, il s'est trompé de maison. Nia hocha lentement la tête. Nous ne combattrons pas avec la colère, dit-elle, mais nous ne nous laisserons pas intimider. De l'autre côté de la ville, dans la propriété Carter, Vivien Carter était assise dans une pièce baignée de soleil, vêtue d'un peignoir doux, la main posée sur son ventre comme pour rappeler à son corps qu'elle était en sécurité. Vivien avait toujours été élégante sous la pression. Mais cette vérité n'était pas une pression. C'était une fissure dans le temps. Darius Carter se tenait près de la bibliothèque, relisant le rapport ADN, comme un homme espérant que les mots se réorganisent s'il les fixe assez longtemps. Darius était calme, mais son calme avait désormais une arête tranchante. Il avait bâti un empire en contrôlant les résultats. Et pourtant, le résultat le plus important de sa vie avait été échangé dans un couloir d'hôpital sans sa permission. Il savait, dit-il doucement. Quelqu'un savait. La voix de Vivien fut douce mais ferme. Nous ne transformerons pas cela en guerre devant des enfants. Darius la regarda. Ce sont nos fils. Vivien ne le nia pas. Elle ajouta simplement. Et ils sont aussi le foyer de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la journée, Darius demanda une nouvelle réunion. Cette fois, pas à l'hôpital. Pas de mur de Northgate, pas l'ombre du Dr Holt. Il choisit un lieu neutre, un immeuble de bureau privé, avec sécurité et silence. Malcolm arriva encore le premier, vêtu simplement, l'expression maîtrisée. Nia marcha à ses côtés, calme comme toujours. Les garçons vinrent aussi non pas parce que quelqu'un voulait les entraîner dans la douleur des adultes, mais parce que les deux familles savaient que les secrets prenaient des crocs quand on excluait complètement les enfants. Quand Vivien entra, elle ne se précipita pas vers eux. Elle ne tendit pas les bras comme une étrangère cherchant à saisir l'amour de force. Elle s'arrêta à une distance respectueuse et les regarda comme si elle essayait de mémoriser ce que la vie lui avait volé. Jordan hocha poliment la tête. « Bon après-midi, maman. » La gorge de Vivien se contracta une fois. « Bon après-midi, » répondit-elle doucement. « Et merci pour vos bonnes manières. » Elia l'observa en silence. Miles fit un petit signe de tête respectueux. Darius parla avec précaution. « Nous ne sommes pas ici pour créer le chaos, » dit-il. « Nous sommes ici pour créer de la clarté. » Le regard de Malcolm resta stable. « La clarté, c'est bien, » répondit-il. « Mais comprenez une chose, nos garçons ne sont pas des trophées.
Ce sont des enfants. La mâchoire de Darius se crispa. Ils sont de mon sang. Et ils ont été notre foyer, dit Malcolm calmement mais fermement. Vivien intervint avant que la tension ne monte. Écoutez, dit-elle doucement. Je veux qu'ils connaissent la vérité. Je veux construire une relation de la bonne manière, lentement, en sécurité, sans déchirer qui que ce soit. Les yeux de Nia s'adoucirent légèrement, mais sa voix resta prudente. La vérité compte, dit-elle. Mais la stabilité aussi. Darius hocha une fois la tête, même si cela lui coûta. Nous pouvons faire cela en privé, proposa-t-il. Sans gros titre. Comme si l'univers avait entendu ce mot, le téléphone de Vivien vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Un message d'un numéro inconnu. Si vous exposez l'hôpital, vous apprendrez ce qui est vraiment arrivé aux autres bébés. Les doigts de Vivien se figèrent. Darius le remarqua aussitôt. Qu'y a-t-il ? Vivien ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les garçons, puis Nia et Malcolm. Sa voix resta calme, mais l'air dans la pièce changea. Quelqu'un me met en garde, dit-elle doucement. Et il semble que l'histoire de l'hôpital soit plus vaste que ce que nous pensions. Dehors, quelque part dans l'aile administrative de Northgate, le docteur Adrien Halt regardait un écran de sécurité, les mains croisées dans le dos, l'expression illisible. Puis il sourit. Pas un sourire joyeux. Un sourire préparé, comme celui d'un homme qui détenait encore des secrets. Cette nuit-là, après avoir lu l'avertissement anonyme, Vivien ne dormit pas comme on dort habituellement. Elle resta immobile, les yeux ouverts, écoutant le silence de son manoir comme s'il lui répondait. Au matin, elle avait pris une décision. Pas une décision bruyante, mais une décision prudente. Elle appela directement Nia Cross. Pas d'assistant, pas d'avocat, juste une mère parlant à une autre. « Je veux que toi et Malcolm veniez chez moi, » dit Vivien doucement. « Pas pour nous disputer, pas pour négocier comme en affaires, mais pour parler comme des êtres humains. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis Nia répondit, calme mais vigilante. « Nous viendrons, dit-elle. Mais nous viendrons en tant que parents. C'est exactement pour cela que j'ai appelé, répondit Vivien. Ce soir-là, la famille Cross arriva avec une sécurité discrète. Pas de sirène, pas de drame. Malcolm sortit le premier, scrutant la propriété comme un homme qui mesure le risque en secondes. Nia suivit, posée, guidant légèrement les garçons de la main. Elia Reed marchait avec sa concentration habituelle. Miles Reed restait proche, le regard observateur. Jordan Reed salua poliment le personnel, comme si les bonnes manières étaient une règle qui ne changeait pas avec les grandes maisons. Darius Carter les accueillit à l'entrée. Sa posture était maîtrisée, mais ses yeux portaient une tempête. Il n'était pas en colère contre eux. Il était en colère contre l'univers d'avoir laissé un autre homme élever ses fils. « Monsieur et Madame Cross » dit Darius d'une voix stable. « Monsieur Carter » répondit Malcolm, respectueux mais ferme. Vivien descendit l'escalier dans une robe simple, les cheveux soigneusement attachés. Elle ressemblait de nouveau à elle-même, mais avec des contours plus doux. « Merci d'être venu, dit-elle. Nia hocha la tête. « Nous sommes là. » Ils s'assirent dans un salon lumineux, aux lignes épurées et au luxe discret. Un feu crépitait doucement, non pour la chaleur, mais pour l'atmosphère. Les garçons s'assirent ensemble sur un côté du canapé. Ils ne gigotaient pas. Ils ne murmuraient pas de plaisanteries. Ils observaient les adultes comme des élèves suivent un cours. Vivien parla la première. « Je ne veux pas que cela devienne un tiraillement, » dit-elle. « Je ne veux pas que quiconque les traite comme une propriété. » Les yeux de Malcolm restèrent fixés sur elle. « Bien, » dit-il, « parce que nous ne le permettrons pas. » Darius inspira lentement, puis força sa voix à rester calme. « Je suis d'accord avec le principe, » dit-il, même si les mots avaient un goût amer. « Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que cela fait. » Nia répondit doucement. « Nous comprenons. Parce qu'on nous a dit aussi que nos bébés étaient morts. » Cette phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Le visage de Vivien se crispa. « On vous a dit la même chose ?» Nia hocha une fois la tête. « Nous ne l'avons découvert que maintenant, et nous les aimons. C'est la vérité. » Vivien regarda les garçons, ses yeux s'adoucissant de nouveau. « Je le vois, » dit-elle doucement. Jordan parla respectueusement, sans interrompre, ajoutant simplement sa voix à l'air. « Madame, dit-il,
Nous voulons que tout le monde aille bien. La gorge de Vivien se contracta. Merci, répondit-elle. Puis Nia révéla ce qu'elle avait évité de dire à l'hôpital, là où les regards étaient partout. Les garçons suivent un programme privé de mentorat, dit-elle calmement. Pas pour le spectacle, pas pour les caméras, mais depuis des années. Ils étudient la médecine sous supervision et avec des règles strictes. C'est pour cela qu'ils ont reconnu ce qui se passait à Northgate. La mâchoire de Darius se serra. Donc vous les avez formés. Nia soutint son regard. Nous avons soutenu leurs dons, corrigea-t-elle doucement. Nous ne les avons pas transformés. Ils l'étaient déjà. Vivien expira lentement, comprenant à la fois quelque chose de douloureux et de beau. Si les garçons n'avaient pas grandi dans ce foyer stable, ils n'auraient peut-être pas été là pour l'aider. Le miracle dont elle avait eu besoin avait été façonné par la vie qu'une autre famille leur avait donnée. Darius détourna le regard un instant, luttant contre la jalousie qui montait comme une chaleur. Puis il se ressaisit lorsque la main de Vivien toucha doucement son poignet, lui rappelant leur promesse. À l'autre bout de la ville, Renée Lawson était assise dans son appartement, son ordinateur portable ouvert, examinant l'accord confidentiel scellé qu'elle avait découvert. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Arrête de fouiller. Si tu publies, tu perdras tout. Renée fixa le message, puis l'écran. Ses yeux ne s'adoucirent pas. Ils s'aiguisèrent. De retour dans le salon de Vivien, la discussion continua. Lente, prudente, lourde de vérité. Pas de cris, pas de menaces. Juste deux familles debout au bord d'un précipice, essayant de construire un pont avec des mots. Et quelque part derrière tout cela, invisible mais bien présent, les secrets de l'hôpital attendaient. Car l'avertissement n'était pas un bluff. C'était un rappel. Quelqu'un protégeait encore ce qui s'était réellement passé. 2 jours après la réunion chez Vivien, le premier titre perça enfin les fissures. Ce n'était pas toute la vérité. Pas encore. Mais c'était suffisant pour secouer la ville. Renée Lawson publia un article prudent, qui ne nommait pas les garçons, ne montrait pas leur visage, et ne transformait pas des enfants en spectacle. Elle se concentra sur une seule question. Pourquoi Northgate était-il si désespéré de contrôler le récit d'un accouchement miraculeux? En quelques heures, les téléphones commencèrent à sonner dans des endroits restés silencieux pendant des années. À Northgate, le docteur Adrien Holt se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant les journalistes se rassembler près de l'entrée comme des oiseaux sentant une proie blessée. Son visage resta calme, mais les muscles de sa mâchoire bougeaient comme s'il broyait sa panique. « C'est comme ça que ça commence », murmura-t-il. En bas, l'infirmière Patrice Coleman était assise dans sa voiture, les 2 mains sur le volant, sans démarrer. Patrice n'était pas une femme imprudente. Elle ne cherchait pas la célébrité. Mais elle avait atteint ce point où le silence ressemblait à de la violence, même quand personne ne touchait personne. Elle regarda le dossier posé sur le siège passager. Carter. La fiche de transfert avec triplet AE triplet BE triplet C, et la signature de Holt en bas, comme un sceau de pouvoir. Patrice murmura pour elle-même. Si je garde ça, je deviens complice. Elle sortit de la voiture et entra dans l'hôpital d'un pas assuré. Dans une salle de conférence privée, à l'écart des caméras, Patrice rencontra Marcus Grant, l'enquêteur engagé par Darius. Marcus ne la pressa pas. Il ne la brusqua pas. Il s'assit simplement et écouta, comme un homme qui savait que la vérité sort mieux quand elle n'est pas forcée. Patrice posa le dossier sur la table. Ce n'est pas tout, dit-elle doucement. Mais c'est suffisant pour prouver le mensonge de l'hôpital. Marcus ouvrit le dossier avec soin. Ses yeux parcoururent les lignes, les étiquettes, les dates qui ne correspondaient pas. Il ne réagit pas avec stupeur, mais avec concentration. C'est une dissimulation, dit-il. La voix de Patrice se serra. Ça a commencé comme une erreur, ajouta-t-elle. Mais ça n'est pas resté une erreur. Quelqu'un a décidé qu'il valait mieux la cacher. Cet après-midi-là, Marcus rencontra Vivien et Darius dans un bureau privé. Vivien était assise, posée, le visage calme, mais le regard plus acéré qu'avant. Darius se tenait derrière sa chaise, comme un mur silencieux. Marcus exposa les faits clairement. Les triplés Carter ont été déclarés perdus à cause d'un échange de documents lors d'un transfert néonatal VIP, dit-il. Mais ce n'était pas seulement de la négligence. Des dossiers ont été modifiés. La voix de Vivien resta stable.
Et les Cross? Marcus hocha la tête. On leur a dit aussi que leur bébé était mort. C'est ainsi que l'échange a tenu. 2 familles en deuil, un hôpital, un mensonge. Les mains de Darius se crispèrent lentement. Qui a validé cela? Marcus fit glisser un document sans prononcer le nom. Vivien le vit la première. Holt. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, puis se refermèrent. Non pas par surprise, mais parce qu'une partie d'elle le savait déjà. De l'autre côté de la ville, Malcolm et Nia Cross étaient assis en silence à leur table de salle à manger après que Marcus leur eut partagé la même vérité. Le visage de Malcolm était maîtrisé, mais son regard était plus sombre. Donc, on nous a tous les deux volés, dit-il doucement. Nia hocha la tête une fois. Et nous avons tous les deux élevé des enfants avec amour, répondit-elle. Cette partie-là ne peut pas être effacée. À Northgate, le docteur Holt convoqua une réunion privée avec le service juridique de l'hôpital. L'homme qui arriva portait un costume coûteux et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'appelait Evan Price, et il était spécialisé dans l'art de faire disparaître les problèmes avec élégance. Evan parla d'une voix lisse. 2 familles milliardaires, dit-il. Ce n'est pas un procès. C'est une catastrophe. La voix de Holt devint froide. Contenez-la. Evan hocha la tête. Nous proposons un accord. Beaucoup d'argent, un accord de confidentialité solide. Nous leur rappelons que le monde peut être laid s'ils rendent cela public. Les yeux de Holt glissèrent vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un écoute. Faites-le. Le soir même, Vivien reçut l'offre. Malcolm et Nia aussi. Les chiffres étaient énormes. Le silence était tarifé comme un luxe. Vivien ne sourit pas. Il pense que la douleur a un prix, dit-elle. La voix de Darius était basse. Il pense que nous choisirons l'argent plutôt que nos fils. La réponse de Malcolm, transmise par Marcus, fut simple. Nous choisissons la vérité. À mesure que l'histoire se répandait, l'opinion publique se divisa. Certains défendaient Vivien. D'autres défendaient la famille Cross. D'autres encore blâmaient les deux, assez riches pour pouvoir se battre. Et l'hôpital tenta de rester droit dans la tempête, publiant des communiqués propres avec des empreintes sales. Puis Marcus découvrit quelque chose qui fit encore basculer le sol. Une vidéo de sécurité scellée, datant de plusieurs années, avait été archivée dans un système hors site. Le nom du fichier correspondait à la nuit du transfert néonatal. Marcus la regarda. Les images étaient granuleuses, mais réelles. Un chariot. Un couloir. Une infirmière qui se déplace rapidement. Puis, au moment précis où le chariot atteignait le point de transfert, l'écran se brouilla. Les 30 dernières secondes manquaient. Supprimé. Pas perdu. Supprimé. Marcus se pencha lentement en arrière, le silence dans la pièce devenant tranchant. Quelqu'un n'a pas seulement couvert une erreur, dit-il doucement. Quelqu'un a couvert une décision. 3 matins après la découverte des 30 secondes supprimées, la ville cessa de prétendre qu'il s'agissait d'un problème privé. C'était devenu une blessure publique. Le hall de Northgate était rempli de journalistes et d'une sécurité discrète. À l'extérieur, les caméras attendaient comme si on les avait nourris. À l'intérieur, les avocats se déplaçaient en cercle fluide, essayant d'empêcher l'air de s'enflammer. Dans un tribunal du centre-ville qui se moquait de la richesse, la juge Alana Pierce prit l'affaire en audience familiale privée. La juge Pierce était connue pour une chose. Elle ne laissait pas les adultes transformer les enfants en trophées. Sa voix était ferme, son regard acéré, et elle ne pliait pas devant l'argent. Vivien Carter arriva la première, avec Darius à ses côtés. Vivien semblait maîtrisée, mais ses mains étaient serrées l'une contre l'autre sur ses genoux, comme si elle se maintenait elle-même en un seul morceau. Darius portait son calme comme une armure, mais il ne parlait que lorsqu'on s'adressait à lui. Malcolm et Nia arrivèrent ensuite avec les garçons. La posture de Malcolm était ferme et protectrice. Le visage de Nia était calme, mais ses yeux restaient fixés sur les garçons, comme si elle les protégeait par le silence. Elia était assis droit, silencieux et observateur. Miles restait posé, les mains jointes. Jordan hocha respectueusement la tête vers l'avocat puis vers la juge lorsqu'elle les salua, comme on lui avait appris à saluer les adultes. La juge Pierce regarda les 2 familles et parla sans détour. Aucune séparation brutale, dit-elle. Aucun transfert comme s'il s'agissait de biens. Ce sont des enfants, pas des actifs.
Tout plan qui provoquerait un choc sera rejeté. La mâchoire de Darius se crispa. Vivien posa légèrement la main sur son poignet et il expira lentement. La juge Pierce poursuivit. Nous allons construire une transition centrée sur les enfants. Temps partagé, routine partagée, un calendrier calme, aucune déclaration publique utilisant les noms des enfants, et tout accompagnement thérapeutique restera privé et respectueux. Votre richesse ne vous achète pas de raccourcis. Malcolm hocha la tête une fois. Merci, dit-il calmement. La voix de Nia était douce mais ferme. C'est tout ce que nous voulons, dit-elle. Un plan qui ne les brise pas. Lorsque la juge demanda si les garçons souhaitaient parler, la salle devint silencieuse. Non pas parce que quelqu'un les craignait, mais parce que chacun savait que les enfants disent parfois la vérité la plus pure. Jordan parla le premier, respectueux et calme. Nous ne voulons pas que quelqu'un se batte, dit-il. Nous voulons la vérité et nous voulons que tout le monde aille bien. Miles ajouta doucement. Nous pouvons passer du temps avec les deux familles, lentement. Elia regarda Vivien un instant, puis Nia. Sa voix était douce mais claire. Nous ne voulons pas être utilisés, dit-il. Nous voulons être aimés de la bonne manière. Les yeux de Vivien s'adoucirent. Elle ne tendit pas la main. Elle n'en fit pas un drame. Elle hocha simplement la tête, comme si on venait de lui donner des instructions pour tenir quelque chose de précieux. Après l'audience, Vivien et Nia se retrouvèrent dans un couloir calme, à l'écart des caméras. Pour la première fois, il n'y avait pas de langage juridique entre elles. Juste deux mères confrontées au même vol, chacune à sa manière. Je suis désolé, dit Vivien doucement. Pas pour la vérité, pour la douleur. Nia hocha lentement la tête. Moi aussi, répondit-elle. Parce que les aimer ne nous a pas protégés de cela. Elles restèrent silencieuses, et dans ce silence, un respect fragile se forma. À l'extérieur du tribunal, Darius et Malcolm parlèrent enfin sans avocat à proximité. La voix de Darius resta basse. Nous combattons l'hôpital, dit-il. Pas les enfants. Malcolm soutint son regard. D'accord, répondit-il. Peu importe à quel point ce sera difficile. Cet après-midi-là, Northgate annonça que le docteur Adrien Halt était temporairement suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Il apparut dans une courte vidéo de déclaration, l'air calme, presque offensé, comme si le fait de rendre des comptes était une insulte. Lorsque les caméras s'arrêtèrent, les lèvres de Holt se courbèrent en un léger sourire. Pas un sourire de soulagement, mais de confiance, car il savait quelque chose que les autres ignoraient. La même nuit, Marcus Grant réunit Darius et Vivien dans un bureau privé et posa un mince registre sur la table. Il était ancien, dissimulé derrière des dossiers administratifs et marqué de codes de stockage hors site. Ce document n'était pas censé être retrouvé, dit Marcus. Darius l'ouvrit lentement. Des noms, des dates, des transferts, des notes VIP écrites d'une écriture soignée, et un nom qui n'appartenait pas au personnel de Northgate. L'estomac de Vivien se noua. Qui est-ce ? Murmura-t-elle. La voix de Marcus se fit plus basse. Quelqu'un de puissant, dit-il. En dehors de l'hôpital. Puis le téléphone de Marcus sonna. Il répondit, écouta, et son visage changea. Il regarda Vivien. Madame Carter, dit-il avec précaution. Nous avons trouvé autre chose. Le souffle de Vivien se coupa. Quoi ? Marcus soutint son regard. L'échange n'était pas un accident, dit-il. Il a été ordonné. Bonjour la famille. Avez-vous apprécié l'histoire ? Si oui, laissez votre personnage préféré dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être les premiers informés de la sortie de la saison 2. C'était Monsieur. À très bientôt dans la prochaine vidéo.